La junte Moussa Dadis Camara s'est évadé de sa prison. Ce sera notre premier sujet. Nous irons ensuite du côté du Niger où une grosse somme a été retrouvée dans les colis de l'ancien président Mohamed Bazoum. On restera toujours dans le Niger pour parler donc de la mise en service d'un oléoduc géant vers le Bénin. Et puis nous parlerons aussi du Proche-Orient, les tirs israéliens sur l'Institut français de Gaza, ce qui laisse Paris dans un état perplexe. Et le dernier sujet, ce sera le Togo, la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a bouclé sa tournée nationale contre la corruption. Voilà le menu pour l'émission du jour. On va en parler tout de suite avec Ouro Sama Ashraf. Il est homme politique du PDP et juriste. Ouro Sama Ashraf, bonjour. Bonjour, Monsieur Samuel. Extrêmement ravi de vous retrouver disons, cet après-midi. Nous espérons édifier nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, j'espère qu'il y a quand même de la matière. Nous allons essayer de nous prononcer objectivement pour édifier nos concitoyens sur un certain nombre de choses. Et merci d'accepter l'invitation. Merci. Vous serez avec Horus Donkovi, dont nous attendons donc l'arrivée en studio d'un moment à l'autre. On va commencer donc tout de suite, direct oblige. Nous sommes du côté de la Guinée. L'ancien chef de la junte guinéenne et au moins 2 de ses co-accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 ont réussi ce samedi 4 novembre à l'aube à s'échapper de la plus grande prison de Conakry. Les habitants de la presqu'île de Kouloum se sont réveillés tôt ce samedi matin au son des armes automatiques quand un commando a pris d'assaut la maison centrale de Conakry, la plus grande prison du pays. Et puis, on s'est donc rendu compte qu'après, ils ont réussi à exfiltrer un certain nombre de détenus, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est le principal accusé donc, dans le procès que j'évoquais tantôt, mais aussi le colonel Claude Pivy et Blaise Goumou, dont deux autres personnes, dont certains ou 2 auraient été rattrapés, en tout cas selon les informations qui parviennent de Conakry, qui sont encore pour le moment quelque peu confuses. Ouro Sama Ashraf, évasion, exfiltration, enlèvement, tout se mélange. Ça va très vite aujourd'hui. De toute façon, quelle est votre analyse, vos premières analyses de la situation ? Oui, non, mes premières analyses sont celles-ci. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de tirer une conclusion définitive, disons, de la situation actuelle. Et il appartient aux autorités guinéennes aujourd'hui de mener des investigations, surtout la justice, pour situer la responsabilité des uns et des autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nuit du 4 novembre, effectivement, Moussa Dadis Camara et 2 de ses co-accusés, vous les appelez le co-accusé, monsieur Blaise Goumou et Claude Pivy également, qui ont porté disparu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'enlèvement? C'est très peu probable. Ou bien on parle d'une certaine machination, c'est-à-dire que c'est Moussa Dadis Camara et ses co-accusés-là qui sont à l'origine de leur propre évasion. C'est vraiment digne d'un film hollywoodien. Hein? C'est vraiment digne d'un film hollywoodien. On parle de la plus grande prison du pays qui se retrouve dans une situation de fragilité. Donc aujourd'hui, on se pose véritablement des questions. Parce que la sécurité, quand même, de la prison relève de la compétence exclusive des pénitenciers. Et je crois que ça fait partie du régalien de l'État. Et donc, c'est lorsque vous avez des prisons, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que Moussa Dadis Camara et des co-accusés aujourd'hui dénommés sont des prisonniers ordinaires. Ne sont pas des prisonniers ordinaires. Donc, ce qui veut dire que sont des gens qui font l'objet d'une, disons, protection très accrue, et donc on ne saurait aujourd'hui parler de leur évasion de prison. Donc je crois que les autorités guinéennes aujourd'hui doivent situer les responsabilités. Le président, le chef de la transition, Doumbouya, a fait de ce procès-là, c'est-à-dire un véritable projet de sa feuille de route de la transition. Et donc aujourd'hui, on attend des résultats tangibles. Il risque vraiment de sortir fragilisé si on n'arrive pas à faire de la lumière sur cette affaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement, avec diligence, mener des investigations pour pouvoir les interpeller. Maintenant, je crois que si
il était avéré que Moussa Dadis Camara, avec la complicité de ses co-auteurs, ont réussi à s'évader de la prison. Pour moi, je crois qu'ils s'enfoncent encore davantage, parce que jusqu'à preuve du contraire, même si des éléments factuels ou des indices ou des preuves matérielles aujourd'hui qui sont retenus contre lui vont le mettre véritablement en difficulté, il est fort probable que sa responsabilité pénale soit objectivement établie. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une sentence juridictionnelle définitive. Donc, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, aujourd'hui, fuir ou s'évader de la prison, aujourd'hui, est synonyme de l'acceptation du rôle joué dans le massacre du 28 septembre 2009. Donc, je crois que la Guinée est un État. Ils doivent pouvoir aujourd'hui user de tous les moyens possibles pour mener des investigations dans cette affaire. Dans tous les cas, le peuple guinéen attend la justice véritablement à Carrefour pour faire véritablement de la lumière sur cette affaire. Et quand on sait que, justement, dans le procès qui est en train d'avoir lieu, oui. En tout cas, les auditions qui ont été menées aujourd'hui tendent plutôt à véritablement incriminer l'ancien chef de la junte. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il ne soit plus véritablement dans un état d'esprit de quelqu'un qui va s'en sortir finalement et que vaille veut échapper à sa peine? Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a quand même des preuves matérielles aujourd'hui qui sont contre lui. Et donc, il est fort probable qu'on retienne sa responsabilité pénale. C'est vrai, il bénéficie d'un avocat, ce qui veut dire que lui-même, il est conscient des défaillances et aussi de ses moyens de défense. Moi, je me réjouis quand même de ce procès parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une justice expéditive. Il y a quand même le ministère public qui fait son réquisitoire, vous avez le président du tribunal qui recueille, disons, les arguments des uns et des autres. Donc, on verra dans les prochains mois une sentence juridictionnelle. Mais aujourd'hui, s'évader de la prison, pour moi, est synonyme de l'acceptation du rôle majeur joué dans le massacre du 28 septembre 2009. Horus Donkovi, activiste panafricain, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère. Bonsoir. Merci donc d'être là. Nous étions tout de suite en train de parler de cette actualité au niveau de la Guinée-Conakry avec cette évasion de Moussa Dadis Camara. C'est vrai qu'il est béret rouge, donc un commando, et il a réussi à bien jouer le film là. Oui, mettons qu'il nous a donné l'habitude d'être... il nous a donné l'habitude de ce type de cinéma-là. Après... je partage l'avis de mon frère dans le sens où, effectivement, le fait qu'il s'évade laisse à penser que, quelque part, il a une grosse responsabilité dans ce qui s'est passé, dans ce qui lui est reproché. Mais après, je pense aussi que la gravité de ce qui s'est passé, c'est aussi reconnaître que parmi les forces guinéennes, il y a une frange de l'armée qui lui est resté fidèle. Oui. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le pouvoir guinéen, à mon sens. C'est-à-dire, si on peut avoir des éléments qui vont se désolidariser de l'État au point d'organiser une évasion d'un présumé coupable qui fut chef de l'État en plus, c'est quelque chose à mon sens, de très grave. Donc, on va espérer qu'on le rattrape. Parce que ma curiosité à ce niveau, à ce stade, est de savoir quel est l'État qui accepterait de lui accorder l'asile. Ça va être vraiment la très grosse curiosité, parce qu'il y a de fortes chances que cet État soit soupçonné de complicité. Pour moi, les chefs de l'État, lorsqu'ils ont commis un certain nombre d'actes, doivent rester dans leur pays, parce que pour moi, ils détiennent des secrets d'État qui ne doivent pas sortir du pays et qui sont des informations sensibles pouvant mettre en danger la sécurité du pays en question. Donc, on va espérer que Dadis Camara soit rattrapé et qu'il puisse répondre de ses actes, parce que je trouve que effectivement, ce qui est très beau dans ce qu'a fait la Guinée, c'est ce procès-là, qui est public, auquel les gens participent et qui permettent de vider les abcès qui gangrènent l'histoire de la Guinée. En même temps, un de ses avocats s'est exprimé aujourd'hui et il laissait entendre que Dadis a pu être enlevé. Qu'il a été donc peut-être enlevé parce que, selon les premières informations, le commando qui a attaqué était dirigé par le fils de Claude Pivy. Alors, se disant que je viens sauver mon père qui est en détention et Dadis est enlevé. C'est ce que dit l'avocat. Alors,
C'est probable? C'est probable, parce que, comme je dis, c'est un chef de l'État. Et c'est... Alors, mettons que... Parce qu'il le sait aussi, où irait-il se cacher? Où aurait-il se cacher? Mais en plus de cela, si vous voulez, c'est comme Juvenal disait, panem et circenses, c'est-à-dire du pain et du cirque. Alors, toute la population est focalisée sur les questions de justice. Mais Dadis, c'est un chef d'État. En dehors de la question de justice, il peut avoir des questions financières, il peut avoir des questions économiques. Il y a tous les contrats qui ont pu être signés en Guinée. Il y a forcément des vérités, un certain nombre d'informations dont Dadis est au courant et qui sont sensibles pour la Guinée. Quand on voit, par exemple, à la suite de Dadis, je prends l'exemple de la présidence de M. Alpha Condé, où on voit comment il a été largement secoué quand il s'agissait de l'exploitation des gisements au niveau de la Guinée, où il a même fait l'objet de menaces et ainsi de suite. On peut se poser quand même la question de savoir sur quoi Dadis est tombé lorsque lui, il est devenu président. D'autant plus qu'on se souvient que, c'est vrai, il avait une démarche très fantasque, mais une démarche qui s'attaquait à la présence étrangère en Guinée, notamment dans le milieu du minier. Donc, forcément, oui, c'est plausible qu'on ait pu la rater, parce que c'est possible que Dadis, vu la personnalité, disons, vu le comportement qu'il nous a montré, puisse balancer des noms, puisse balancer des informations, puisse balancer, comment dirais-je, des dossiers qui peuvent secouer toute la Guinée. En tant que chef de l'État, forcément, il est au courant d'informations très, très sensibles. Oui, donc la possibilité qu'il ait pu être enlevé, c'est tout à fait plausible. Depuis la mort de Sékou Touré, hormis l'épisode Alpha Condé, le régime guinéen est foncièrement militaire. Donc, dans ce qui est de l'exploitation de la Guinée en termes de ressources, la répression des droits, la gestion de l'État, les militaires sont profondément impliqués. Donc, forcément, il y a des noms qui peuvent sortir. Oui. Alors, ici, un Dadis dans la nature, est-ce que c'est dangereux pour le régime actuel? Oui, mais c'est dangereux pour le régime actuel. Je voulais dire que Mamadou Doumbouya fait vraiment de ce procès-là une véritable priorité. Et donc, c'était aussi un instrument d'opération de charme sur le plan international, pour vous dire tout simplement que oui, c'est vrai qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs, mais sous mon règne, j'ai fait quand même tout pour faire la lumière sur le massacre du 28 septembre. Donc aujourd'hui, si Dadis Camara, parce qu'aux yeux du monde, tous les éléments objectifs aujourd'hui démontrent qu'il a joué un rôle central, disons, dans ces événements-là. Donc, dans tous les cas, lorsqu'on préside quand même la destinée d'un pays, on a quand même une obligation de résultat. C'est pour cette raison que je dis la sécurité fait partie quand même du régalien. Et qui parle du régalien parle des prérogatives du président de la République. Donc à partir de là, il s'en sortira quand même fragilisé si il n'obtient pas des résultats par rapport à son évasion. Mais je souscris vraiment à ce qui a été dit, parce qu'au-delà de tout, je crois que Dadis Camara n'est pas un personnage ordinaire. C'est quand même quelqu'un qui a présidé quand même la destinée de ce pays et qui a expédié des affaires courantes. Il y a quand même pas mal d'enjeux. C'est vrai, on peut estimer que son avocat est dans une logique de victimisation aujourd'hui pour trouver des failles, mais bon, c'est une hypothèse également à ne pas exclure. Il peut également faire l'objet d'enlèvement. Maintenant, je crois que l'institution militaire guinéenne doit être véritablement mise en cause, ce qui veut dire qu'il y a quand même des fractions. Il y a quand même des fractions. Et que même si Dadis Camara a vécu longtemps hors du pays, je crois qu'il était au Burkina Faso, je crois, pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années, ce qui veut dire qu'il bénéficie quand même des soutiens. Il y a des soutiens indéfectibles de Dadis Camara au sein de cette armée-là. Mais je crois que l'exécutif guinéen a toute la responsabilité de mener des investigations avec diligence pour situer l'opinion publique sur... Parce qu'au-delà de tout, si plus les jours avancent, plus nous serons dans une situation de psychose généralisée. Parce qu'à n'importe quel moment sur l'ensemble du territoire, on peut y avoir également des affrontements. On peut avoir des affrontements un peu partout. Donc je crois que Doumbouya et ses compères ont l'obligation de situer l'opinion publique sur cette affaire-là. Il est également certain qu'il y a des
des complicités, parce que dire qu'on est dans la plus grande prison du pays, on est à Conakry, où il y a Dadis Camara, où il y a toutes ces personnes citées dans cette affaire du massacre du 28 septembre, on s'imagine que la sécurité se devait d'être renforcée. Si un commando peut venir pénétrer, exfiltrer des gens, c'est qu'il y a des complicités. Exactement. Et je pense que c'est une des choses. Alors, non pas seulement il y a des complicités, donc s'il y a des complicités, ça veut dire qu'effectivement il y a des factions, mais en plus de cela, ça sous-entend que toutes les personnes qui ont témoigné à charge ne sont pas en sécurité. Parce que cela sous-entend que toutes les personnes qui participent à ce procès, qui ont été des personnes ayant les moyens de l'État et ainsi de suite, sont capables de se retourner contre les témoins éventuels. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça décrédibilise un peu, comment dirais-je, la capacité du gouvernement guinéen à pouvoir tenir un procès de cette envergure. Et c'est d'autant plus sensible que Alpha Condé, on l'avait remarqué, avait pris soin justement de ne pas faire ce procès. Ce qui, d'une certaine manière, laisserait à penser que ce procès va nettement plus loin que ce que l'on peut voir. C'est-à-dire, au-delà de la répression qui a été faite lors de cette manifestation-là, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des noms impliqués peut-être dans ce qui s'est passé, mais qui en réalité ont des responsabilités plus obscures, plus profondes dans l'histoire, dans, je dirais même, l'exploitation de la Guinée. Et je pense que le souci avec Dadis Camara, c'est cela. C'est-à-dire, même quand, par exemple, on le renverse, on a cet officier de la garde présidentielle qui lui tire une balle dans la tête. On a déjà ce phénomène-là. D'ailleurs, un coup d'État qui est un peu contre toute attente, parce qu'on ne s'attendait pas à ce coup d'État à l'époque. Quand on a son évacuation, et puis même après, on a son exil. On ne nous a pas accoutumés à l'exil des présidents africains en Afrique. C'est quelque chose de très... Et encore où? Au Burkina Faso. Donc on a tout un ensemble d'éléments qui font que, au final, Dadis Camara est quelqu'un d'assez crucial pour l'histoire guinéenne. Et comme je disais, il a des informations, à mon sens, qui ne doivent pas sortir et qui outrepassent sûrement le cadre du procès qu'on était en train de suivre. Est-ce que cet événement, ce qui s'est passé aujourd'hui, peut constituer un coup de frein au procès en cours? Oui, mais... Non, il y a quand même la continuité du service public. Ils doivent pouvoir continuer le procès. Mais au fait, je crois que l'image même de l'institution judiciaire gouvernementale risque déjà d'en pâtir, parce que au-delà de tout, Dadis Camara est une pièce déjà maîtresse du procès, et ne pas le voir à la barre décrédibilise déjà le procès. Mais je crois que le procès doit poursuivre son cours, parce que il n'est pas le seul responsable de cette situation-là. Il y a également un certain nombre de personnes qui sont mises en cause et qui doivent pouvoir, la justice doit pouvoir émettre des sentences, soit les disculper s'ils ne sont pas forcément responsables. Donc, moi, je crois que le procès doit pouvoir suivre son cours, tout en menant des investigations pour interpeller les auteurs de cette évasion-là. D'accord. On va revenir naturellement donc sur ce sujet lorsqu'on aura beaucoup plus de détails pour en parler dans les diverses émissions de New World Info. Nous partons tout de suite du côté du Niger. On va évoquer donc cette affaire de sommes d'argent, d'importantes sommes d'argent retrouvées donc dans les colis de l'ancien président Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier, qui aurait tenté de s'évader également. Là aussi, on parle d'évasion. Eh bien, le procureur général a donné un communiqué confirmant donc la tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum. Parlant donc de cette tentative, le procureur Salifou Chaïbou a affirmé qu'il s'agit de faits réels et non d'une mise en scène. Et il a déclaré donc que dans les colis qui ont été retrouvés avec le président, eh bien les fouilles et les perquisitions de la résidence ont permis donc de retrouver d'importantes sommes d'argent, notamment une somme de 86 250 000 francs CFA, 17 017 dollars
et puis $10 américains et 3 833 euros. Et la même source judiciaire a indiqué que les enquêteurs ont également retrouvé 5 livres sterling, 16 CD, 2800 grammes d'or, 333 grammes d'argent, du matériel électronique et des puces de téléphone. C'est beaucoup d'argent, Horus Donkovi, pour le commun des mortels comme nous, mais retrouver ça dans les colis d'un président, est-ce que c'est extraordinaire? Personnellement, non. Je trouve qu'on a trouvé plus chez les Sylvia Bongo et Noureddine. Donc, en comparaison, c'est un petit joueur. Bon, maintenant, peut-être que ce n'est qu'un début, là. Bon, on suppose, mais quand on compare les sommes, je pense que c'est totalement insignifiant. Oui, Noureddine a largement une plus belle couronne. Mais cela étant dit, oui, alors, c'est une évasion. Alors, je suppose que pour une évasion qui doit être organisée, il doit avoir de la liquidité, il y a des gens à corrompre, il y a une frontière à traverser. On parlait d'un hélicoptère qui attendait au nord-ouest du Nigeria pour une éventuelle évacuation. Après, pour le peu d'informations que l'on a, je trouve que Monsieur Bazoum, contrairement à... Quand on prend l'histoire des présidents africains qui ont été embastillés, qui ont été enfermés et ainsi de suite, bénéficient de largesses que n'ont pas d'autres. Je n'ai pas la sensation que M. Alpha Condé ait les mêmes largesses. Je n'ai pas la sensation que M. Bokassa au Centrafrique a eu les mêmes largesses. M. Ali Bongo, qui est au Gabon, on lui a donné certes la possibilité de voyager pour se faire soigner. Je n'ai pas la sensation qu'il ait les mêmes largesses. Bon, là, on a un chef d'État qu'on nous dit séquestré, qu'on nous a dit en otage, mais qui a même la possibilité de prendre son téléphone et d'appeler d'autres chefs d'État à l'étranger, en l'occurrence M. Macron, converser avec lui, discuter avec lui, qui a la latitude de porter plainte à l'extérieur. Qui a même accordé une interview à un média américain. Voilà, qui a la possibilité de recevoir des invités, qui a son épouse, qui a son enfant, on va dire qu'il y a une petite cour à côté, qui a un certain nombre de privilèges. Parce que il va de soi que si on a pu organiser une évasion de ce calibre, c'est que des personnes ont la possibilité d'aller voir M. Bazoum, de lui rendre visite, d'échanger avec lui, de communiquer avec lui, et ainsi de suite. Lorsque le Nigeria prenait la décision tout à fait incorrecte de couper l'électricité au territoire nigérian, mettant en péril, mettant en danger les populations, notamment peut-être celles qui sont à l'hôpital et ainsi de suite, M. Bazoum et sa famille bénéficiaient d'avantages que n'avaient pas les autres Nigérians. Donc, je m'étonne un peu de la chose, parce que, à mon sens, pour les informations que l'on a, pour ce qui nous est transmis, y compris des médias internationaux, parce que c'est M. Macron qui lui-même précise qu'il a un entretien avec M. Bazoum, mais tout laisse à penser que ce monsieur est quand même dans un certain respect de ses droits. Tout ce qu'on a fait, c'est l'évincer du pouvoir. J'ai pas la sensation, par exemple, d'avoir autant de gesticulation de la part de M. Kaboré au Burkina, qui aurait pu faire la même chose, qui aurait pu dire j'ai été poussé à démissionner sous la contrainte. On aurait pu avoir la même chose chez M. Alpha Condé. Donc, il y a quelque chose dans la posture de M. Bazoum qui gêne un peu, dans le sens où nous sommes dans une période de transition au niveau du Niger. Il est dans son pays, il bénéficie d'un certain nombre de largesses, il y a des recours internationaux au niveau de la justice et ainsi de suite. Il aurait pu rester tout à fait tranquille et peut-être même voir, dans une certaine mesure, se représenter pour les prochaines élections. Peut-être voir, dans une certaine mesure, participer au débat national qui petit à petit s'organise au niveau du Niger. Ce qui s'est passé au Niger, c'est totalement le contraire. C'est que on a eu un pays auquel on a forcé la main, on a eu un pays qu'on a souhaité attaquer, on a eu un pays qui a un problème économique, pas du fait des pays internationaux, du fait des pays africains.
Ce sont les pays africains qui décident de mettre un genre d'embargo économique et qui présument de leur capacité à envahir ce pays, ce qui est totalement illusoire. Et on a un président qui, en réalité, dans les faits, alors si on veut voir les tests, d'accord, il n'y a pas de problème, mais dans les faits, de façon pragmatique, sait qu'il ne peut pas revenir au pouvoir. De façon pragmatique, tout le monde sait sur la planète que ce monsieur a très peu de chances de revenir au pouvoir. Est-ce que c'est correct ? Des gens diront que ça ne l'est pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait souhaité pour le Niger ? Beaucoup diront qu'ils ne sont pas d'accord, mais malheureusement, il y a ce fait-là. Et là où je trouve que la CEDEAO s'est fourvoyée, c'est que la CEDEAO, justement, nous a plutôt donné l'habitude de pouvoir gérer les coups d'État, même quand ils étaient institutionnels. Donc je n'ai pas compris le branle-bas de combat qui consistait à vouloir haussir l'actuel gouvernement nigérien sous prétexte que ainsi de suite, alors qu'actuellement on est quand même contraint à négocier avec lui pour l'évacuation des troupes françaises. Donc 86 millions, je me dis peut-être ce sont les bakshish qu'il faut distribuer tout au long du chemin. On va arriver au Nigeria, l'hélicoptère et ainsi de suite. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que, ok, d'accord, il va y avoir évasion. On parle d'un hélicoptère. Quel était le point de chute ? Parce que le point de chute est complice. Donc, étonnamment, on ne nous parle pas du point de chute. Il était censé partir d'un pays voisin, avec la complicité d'une puissance. C'est étonnant, le pays voisin qui est le premier à être tombé sous le gouvernement du Niger, du gouvernement de transition du Niger, c'est le Nigeria. Alors, c'est étonnant qu'on nous dise que dès lors que le monsieur traverse la frontière et arrive au Nigeria, on nous parle d'hélicoptère alors qu'on se serait peut-être attendu à ce qu'il reste à Abuja ou bien qu'il reste à Lagos. Je ne sais pas quel est le territoire, quel est le point de chute, quelles sont les complicités externes. Ashraf, j'essaie de calculer un peu le montant, en tout cas en liquidité qu'il traîne, et je crois que c'est juste quand on prend les 86 millions plus les 17 000 $ et les 3 800 €, on est juste à un peu plus de 100 millions de francs CFA. Pour les présidents africains, en tout cas la majorité habituée au bling-bling, c'est l'argent du chocolat. Oui, effectivement, c'est l'argent du chocolat, mais il est quand même dans une circonstance exceptionnelle. Il sait très bien qu'il est en résidence surveillée, ce qui veut dire que il n'a pas, disons, tous les moyens, disons, de jouir, disons, de son patrimoine, disons, du moins ce qu'il a réussi à amasser ou à gagner. Donc, je crois que le cas Bazoum interpelle, parce que ça fait pas mal de temps qu'il y a des situations quand même autour de lui. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que je suis d'accord qu'on puisse trouver un dénouement heureux aujourd'hui entre le bras de fer qui existe entre la CEDEAO et le Niger. Mais je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on appartient à une communauté, peu importe des situations qui ont servi de mauvaise jurisprudence par le passé, on ne saurait perpétuer, disons, les mêmes errances. Je veux parler, oui, certes, des coups d'État constitutionnels qui ont été avalisés par la CEDEAO, mais au-delà de tout, c'est-à-dire qu'il y a le traité constitutif de la communauté également, qui énonce un certain nombre de principes. À partir du moment où il y a un certain nombre de transgressions de principes, par exemple, on sait très bien que les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir sont très connues, que le président de la République est élu au suffrage universel. Donc, peu importe les raisons, à partir du moment où un régime militaire évince un président de la République, la communauté est obligée à un moment donné de sévir. Parce que je ne comprends pas cette grille de lecture-là qui consiste à incriminer la CEDEAO d'avoir pris, oui, des mesures extrêmes parfois qui ne sont pas en phase avec des textes, mais on ne peut pas me dire que lorsqu'on appartient à une communauté et qu'on transgresse certains principes démocratiques, c'est-à-dire que là, le juge considère à cajoler l'État qui a transgressé les règles. Non, je suis désolé. Donc, la communauté est obligée à un moment donné. On l'a vu dans le cas de l'Union européenne où la Pologne a pris un certain nombre d'initiatives qui ne respectaient pas le principe de la séparation de pouvoir. L'Union européenne a été obligée de sévir. Donc, bon, au fait, ce que je ne comprends pas sur le continent africain, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui rêvent de l'intégration sous-régionale, mais qui sont quand même qui ne sont pas assez rigoureux lorsqu'un certain nombre de principes qui entravent l'intégration régionale sont transgressés. C'est ce que je ne comprends pas. Si on veut véritablement aller vers l'intégration régionale, il faut être logique avec soi-même, c'est-à-dire que toutes les prises de pouvoir qui ne sont pas
en accord avec les dispositions constitutionnelles, doit être rejeté complètement. Maintenant, je suis d'accord effectivement que les coups d'État constitutionnels également sont aussi condamnables. Maintenant, faut-il s'arc-bouter sur ces coups d'État constitutionnels-là pour légitimer les coups d'État militaires? C'est la question que je me pose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le cas Bazoum, pour moi, oui, on sait très bien aujourd'hui, ceux qui incarnent l'effectivité du pouvoir, c'est des militaires. Oui, même si je suis très attaché à la légalité constitutionnelle, qui voudrait qu'il revienne au pouvoir, mais on sait très bien qu'il ne va pas revenir. Mais aujourd'hui, j'estime que le retenir aussi longtemps risque de créer aussi des remous. À un moment donné, il faut prendre la mesure de régler ce problème-là de manière définitive. S'il a commis des actes détachables à ses fonctions présidentielles, je crois qu'il doit y avoir la haute cour de justice capable de le juger. Il y a quand même une affaire pendante à la cour de justice de la CEDEAO, parce que monsieur Bazoum a saisi par requête cette cour-là, même s'il n'y a pas une sentence juridictionnelle dans ce sens, on attend de voir. Donc j'estime qu'aujourd'hui, le maintenir, bon, jusqu'à quand on va toujours continuer à le maintenir en résidence surveillée? C'est ça, c'est la question que je me pose. Et à un moment donné, on doit pouvoir aussi, bon, si c'est une procédure judiciaire, on doit pouvoir le notifier également des chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Donc, il est toujours là, résidence surveillée. Parce que là, ce que les gens oublient... Est-ce que ce n'est pas aussi un peu plutôt la position que les différents chancelleries et autres ont prise dans la situation qui fait que peut-être l'armée nigérienne est réticente à le laisser libre de ses mouvements? Oui, moi je peux comprendre. C'est une raison aussi valable, c'est-à-dire qu'il y a eu pression de l'espace communautaire contre le Niger et qu'on le considère. Bon, le considère comme une monnaie d'échange, c'est ce que vous voulez dire. Bon, je crois que c'est-à-dire on doit pouvoir régler les problèmes entre Nigériens. On doit pouvoir régler des problèmes entre Nigériens. Lorsque vous estimez qu'il y a un certain nombre de faits punissables qui ont été commis par M. Bazoum, on doit pouvoir qualifier juridiquement des faits et lui dire qu'est-ce qu'on le reproche exactement. Parce que là, jusque-là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le fait de le maintenir, ce qui veut dire on risque de le maintenir durant toute la durée de la transition. Oui. C'est la question que je me pose. Voilà. Il n'a pas démissionné officiellement. Des juristes peuvent estimer que du point de vue du droit, il demeure le président de la République. Ouais. Voilà. Donc, il faut éviter, disons, cet embrouille juridique-là autour de sa personne. Et à un moment donné, résoudre cette affaire-là de manière définitive. C'est ce que je pense sur cet aspect-là. Mais Horus Donkovi, comment on peut expliquer cette communication du procureur général sur la somme d'argent retrouvée? Ça a quelle visée de communiquer cela finalement? Bon, alors, le fait de... Mettons que moi, quand j'ai vu la première fois la communication, j'ai trouvé que, bon, ça faisait un peu... mettons que c'est un exercice public peut-être visant à mettre un peu d'épices sur ce qu'on peut reprocher à M. Bazoum. Ça donnait un peu l'impression de malversation. Et crédibiliser la version du CNSP aussi. Bazoum pour s'anoblir soi-même. Voilà, bon, après, si vous voulez, dans l'exercice... Moi, j'ai trouvé l'exercice maladroit, personnellement. Je trouvais l'exercice maladroit. Je pense que le simple fait de préciser qu'il veuille s'évader était suffisant. Et de toute façon... il était impossible qu'il s'évade sans avoir de sous. C'est impossible. Il était clair et certain qu'il prendrait quand même une cagnotte avec lui. Ça, c'était sûr et certain. Maintenant, quant à chercher comment il s'est procuré cette somme-là, là, ok, si c'est dans cette démarche-là, on peut se poser la question. Qui lui a procuré une telle somme? Comment a-t-il obtenu une telle somme? Monsieur Bazoum est membre d'un parti politique, il va de soi qu'il a des soutiens au niveau du Niger et ainsi de suite. Donc, il se peut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient complices. Donc, on sait aussi, hein, en Afrique, il y a des caisses noires pour les chefs d'État. Exactement, il y a des caisses noires, il y a tout un attirail et ainsi de suite. Maintenant, pour moi, un chef de l'État ne doit pas quitter son pays lorsqu'il y a... Non, parce que c'est comme je dis, là, mettons que sur la planète, nous sommes les seuls à le faire. Nous sommes les seuls à extrader nos premiers responsables. Ça ne se fait nulle part ailleurs. On peut le mettre sous résidence surveillée, on peut l'embastiller, mais on ne l'extrade pas parce qu'il a des informations hautement sensibles. Et ces informations-là,
sont capables de déstabiliser le pays. Pour moi, à mon sens, c'est par exemple l'erreur qu'on a faite avec le Burkina lorsqu'on a laissé Blaise Compaoré s'envoler, parce qu'après, toutes les analyses ont émis l'hypothèse qu'il détenait un certain nombre d'informations qui étaient vitales pour la sécurité du pays. Et la preuve en est que ceux qui sont autour de lui, on les a pas laissés passer, M. Diendéré, on les a pas laissés passer, on les a gardés au Burkina. Donc, Monsieur Bazoum, j'avoue que mettons que on a la sensation qu'on souhaite l'extrader pour en faire un genre de nid de rébellion contre un éventuel gouvernement nigérien futur. C'est ça qui me gêne un peu avec la posture de M. Bazoum. C'est qu'on a l'impression d'un homme politique que l'on peut retourner. Et d'ailleurs, cela s'est vu, l'exercice s'est vu au Venezuela, où à Maduro, on a opposé un nouveau gouvernement qui, lui, était reconnu par les Occidentaux. Oui. Jusqu'à ce que Juan Guaido. Voilà. Jusqu'à ce que après, comment dirais-je, toutes les réalités, l'actualité économique et financière du monde ne contraignent ceux qui soutenaient ce gouvernement-là à revenir soutenir Maduro pour faire des échanges pétrole et ainsi de suite et tout ça. Et on a l'impression que le Niger, c'est à peu près le même exercice. Et pour moi, non, M. Bazoum ne doit pas quitter ce pays. Il est membre de ce pays. Un coup d'État s'est passé dans ce pays. Ce n'était pas souhaitable, mais c'est arrivé. Et pour moi, très souvent, historiquement, on a des coups d'État lorsque le respect de l'application des constitutions a échoué. C'est ça ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, c'est quand un certain nombre, une frange de la population estime que l'application de la constitution, l'application des textes ne s'est pas faite comme il fallait. Elle a été viciée. Alors, un beau jour, vous voyez quelqu'un qui émerge et qui renverse cet état établi. Et ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Vous prenez je prends le cas généralement de la Révolution française. La Révolution française, elle a fait 10 ans, hein, tout simplement 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Napoléon a tout renversé. Napoléon vient, il se fait renverser, mais quand il se fait renverser après tous les massacres qu'il crée en Europe, pour revenir à la question d'extradition, il ne se fait pas extrader, on le garde. Lorsque vous avez les massacres du Troisième Reich avec Hitler et ainsi de suite, les procès se font à Nuremberg. On ne les a pas extradés. Parce qu'il y a tout un ensemble d'informations, de choses qui ne doivent pas sortir du pays, qui sont des informations importantes, vitales pour le pays. Donc, monsieur, je ne comprends pas la démarche de M. Bazoum. J'aurais compris si, par exemple, c'était quelqu'un qui était embastillé, torturé, ou ainsi de suite, comme on l'a vu pour certains leaders comme Lumumba et bien d'autres. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire c'est un monsieur qui bénéficie d'un certain nombre de latitudes. Donc, étonnant. Après, la communication qui consiste à parler des sous, ainsi de suite, je m'interroge sur le but. Pour moi, c'est évident. Il va de soi que pour quelqu'un qui va s'évader, en plus avec sa femme, il partait avec ses enfants et ainsi de suite, avec sa famille, mais il va de soi qu'il a besoin d'un pactole pour pouvoir gérer, je suppose, tout ce qu'il y a. Non, mais parlant des coups d'État constitutionnels, vous l'avez souligné. Mais moi, je crois que aussi c'est de l'hypocrisie parce que tous les militaires aujourd'hui qui sont à l'initiative des coups d'État militaires ont joué également un rôle majeur dans les coups d'État constitutionnels. Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, tous ces gens-là aujourd'hui qui s'autoproclament comme des purs démocrates, parce que lorsqu'on révisait des constitutions, lorsqu'on violait les dispositions constitutionnelles, il y a pas mal dans les États africains, lorsque le peuple se soulève, mais qui fait la répression. Mais voilà, c'est ces hauts dignitaires-là qui réprimaient, qui à un moment donné, un beau jour, découvrent les vertus de la démocratie libérale et décident aujourd'hui... Quand ils font ces coups d'État, tu remarqueras qu'il y a un assentissement populaire. Et justement, cet assentissement populaire vient très souvent d'un ras-le-bol quant alors, c'est là où je mets peut-être la nuance, pas quant au fait démocratique, mais quant au fait que l'application de la démocratie soit viciée.
C'est-à-dire que les Mais personnes... est-ce que justement, ce n'est pas parce que, selon l'analyse qu'il fait, c'est pas parce que les populations ont du mal à faire cette analyse-là. À la fin, quand par exemple, vous me présentez quelqu'un comme Doumbouya, qui vient aujourd'hui, démocrate, qui veut réformer la Guinée et tout, Doumbouya était de l'armée, Doumbouya a fait des répressions Exactement, au moment où tout à fait. Condé jouait à modifier la Constitution. C'est ça. Donc Doumbouya vient s'anoblir en faisant un coup d'État, en faisant des promesses et tout, et puis le peuple, cette majorité vile, adhère. Alors, le piège qu'il y a dedans, c'est que vous allez voir que, historiquement, le peuple va adhérer jusqu'au moment où ce monsieur qui vient au pouvoir se fourvoie. Oui. Lorsqu'il se fourvoie, c'est le même peuple après qui souhaite le renverser. C'est ce qu'on a eu avec les dictatures militaires. Parce que nous n'en sommes pas aux premières dictatures militaires. Oui. Ce sont les peuples mêmes qui ont après renversé les dictatures militaires pour réclamer les démocraties. Et ce qui s'est passé dans certains pays, c'est qu'on a eu parfois la chance d'avoir un militaire qui vient, comment dirais-je, rétablir les normes. On a eu par exemple en Espagne, c'est Franco qui ramène la royauté. C'est Franco qui ramène le royaume, la monarchie constitutionnelle. C'est Franco qui le fait. Quand vous prenez par exemple le cas de De Gaulle, après ce que De Gaulle fait, c'est lui. Il aurait pu, avec toute la largesse qu'il avait, il aurait pu. Mais c'est après lui qu'il laisse la nouvelle République se constituer. Et 58. On le rappelle après en 58, et il part en 69 sous un mouvement populaire. C'est la rue qui chasse De Gaulle. Vous prenez le Mali, vous prenez ATT. ATT, c'était la même chose. C'est ATT renverse Moussa Traoré. Après, fait un gouvernement de transition et il remet le pouvoir et on a Alpha Omar Konaré. Et après, il revient. Vous prenez le cas de Kérékou. C'est la même chose. À un moment, Kérékou laisse le pouvoir, on a Soglo. Donc, lorsque l'application des textes, la démocratie est viciée et que les peuples ne se reconnaissent pas dans ce qui est fait, qu'ils se sentent spoliés, et que notamment, vous avez, si vous voulez, qu'on appelle la classe moyenne qui se retrouve dans le camp des abusés, ça bascule. D'accord. Oui, non, mais je crois que c'est extrêmement pertinent ce que vous dites, mais s'il faut partir sur cette base, je veux dire que toutes les raisons sont bonnes pour évincer un président de la République. Ce qui veut dire que, moi, il y a des carences démocratiques qu'on décrit au quotidien. Nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes sur ces aspects-là. Moi, je crois qu'il faut beaucoup plus évoluer vers le renforcement de la démocratie à l'échelle continentale. Par exemple, parlant de la révision je suis juriste de formation, je m'intéresse aux questions constitutionnelles. Même si on estime que la Constitution doit être en phase avec la dynamique évolutive des sociétés, mais je suis désolé, moi je crois qu'il faut appliquer l'intangibilité, par exemple, de la modification constitutionnelle. Par exemple, ici, on l'a fait un mandat renouvelable une seule fois, même si on nous dit que cette Constitution-là est toujours revisable à un moment donné, c'est-à-dire que mettre le verrou qui n'est plus sautable. Vous voyez, donc à ce moment-là, on peut quand même stabiliser. Ils disent aussi que c'est impossible à oui, faire. Oui, effectivement. Parce que même quand vous posez que tels articles ne peuvent pas être modifiés, après vous utilisez ce qu'on appelle la loi de la double détente, vous sautez l'article qui interdit et puis... Oui, effectivement, il y a certaines... Les gymnastiques sont toujours possibles. Obama, peut-être, il faut des institutions fortes, effectivement, incarnées par des hommes de valeur. Et dans ce cadre-là, on n'a pas des institutions fortes, parce que c'est lorsque vous avez un président de la République qui décide de modifier la Constitution et que vous avez une armée, voilà, qui opérationnalise le plan d'action du président de la République en réprimant, donc on n'a pas d'institution forte dans le cas d'espèce. Dans ce cas d'espèce, c'est pas une démocratie. Dans ce cas d'espèce, en réalité, c'est une dictature. Mais effectivement, mais que ces gens-là ne reviennent pas un jour pour s'autoproclamer des purs démocrates, c'est ce que nous décrions. Parce qu'au-delà de tout, mais ces gens-là n'ont pas changé de fusil d'épaule. Il suffit tout simplement qu'il y ait un jour un ras-le-bol du peuple. Ils vont toujours réprimer. Par exemple, je prends le cas du CNSP aujourd'hui. Si du jour au lendemain, les Nigériens tombent dans la rue pour dire, par exemple, économiquement, le pouvoir d'achat est extrêmement faible, vous croyez que ces gens-là ne vont pas réprimer? D'ailleurs, au moment où nous parlons en Guinée, il y a interdiction de tout mouvement de la société. Donc, nous sommes dans un cycle infernal. Moi, je crois qu'il faut trouver une formule judicieuse pour stabiliser nos États. C'est le plus important. Permettez qu'on puisse dire deux mots sur le sujet prochain avant de donner l'antenne pour le journal. Nous sommes toujours du côté du Niger, mais là, on parle donc du Niger et du Bénin, la fermeture des frontières entre les deux pays à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO après le coup d'État du 26 juillet.
juillet à Niamey n'a pas empêché l'inauguration d'un oléoduc géant long de près de 2000 km. Il doit permettre au Niger d'écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sémé. Du côté du Bénin, les ressources issues de l'exploitation seront destinées exclusivement à assurer la souveraineté et le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable aux populations. C'est ce qu'a déclaré Ali Mahaman Lamine Zeyn, le Premier ministre nigérien, lors de la cérémonie de mise en service de cet oléoduc. Horus Donkovi, est-ce qu'on est ici sur, je vais décrire le tableau, on a un pays sous sanction, les frontières sont fermées, cette fermeture de frontières est censée être appliquée par tous les États, mais mais pas le pétrole. On dissocie. Le pétrole, c'est l'argent n'a pas de frontières. Moi, je trouve que cet exemple, il est intéressant pour les populations africaines, notamment lorsqu'il y a des conflits. Parce que résolument, les frontières ne sont là que pour nous. Elles ne sont là que pour l'homme africain. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit d'investisseurs, quand il s'agit de géostratégie impliquant énormément de finances, ces frontières n'existent plus. Voilà un pays va en guerre contre son pays voisin qui a présumé envoyer des troupes sur ce territoire. Un territoire qui fait... Alors, le Niger fait 1 million 2 km² pratiquement. C'est vaste. Qui a présumé envoyer des troupes, qui a bloqué sa frontière, qui maintenant, sans aucun souci, accepte de recevoir le pétrole qui vient de l'oléoduc. Étonnamment, il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que les réalités financières et économiques qui existent. Donc, c'est d'autant plus regrettable que ce pétrole-là, alors, les investissements sont chinois. Je sais qu'il y a un consortium burkinabé qui s'occupe d'une portion des transactions. Le pétrole en question, il va être vendu sur toute la planète. Et ceux qui se tirent dans les pattes sont résolument africains. C'est ça le ridicule de l'histoire. C'est-à-dire, on va empêcher le petit producteur, le petit camionneur, de passer du Bénin au Niger, la tomate ou l'oignon nigérien de passer du Niger au Nigeria, mais on ne trouve absolument aucun problème à laisser passer le pétrole du Niger au Bénin. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une exploitation de multinationales qui en réalité ne souffre d'aucune frontière quand il s'agit de business. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que ça fixe notre incapacité, nous en tant qu'Africains, de pouvoir, conglomérer au point de créer nos propres multinationales, de pouvoir faire nos propres affaires. Les autres ont des droits que nous n'avons pas. C'est pour ça, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le problème nigérien, c'est un problème qui à l'africaine se résout. Si les Africains veulent bien le résoudre. Et si les Africains veulent bien accepter de ne pas être les instruments des autres. Parce que ce pétrole nigérien, ce gaz nigérien-là, il va être à la bourse. Il va être vendu aux États-Unis, il va être vendu partout. On a eu le cas avec l'État islamique. À l'époque où l'État islamique possédait une bonne partie du territoire irakien, cet État vendait son pétrole. On parle du même groupe qui actuellement a des terroristes qui sévissent au niveau de nos frontières. De quoi nous parle-t-on ? Permettez qu'on marque la pause, le temps de suivre le journal, et puis on revient pour continuer sur ce même sujet du Niger et du Bénin.